Aujourd'hui, à la Balado Sportaid, nous recevons en tête-à-tête Sonia Denoncourt. Bonjour Sonia. Bonjour Sylvain, comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. J'espère que ça va bien pour toi aussi. Ça va très bien, Ouais. malgré les situations actuelles, ça va très très bien. Je me sens en forme, malgré que on manque un peu de soccer et d'activité, mais Ouais. on remplace ça par d'autres choses, hein. Bon, avant d'aller plus loin, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas qui tu es. Oui. Je pense que ça vaut la peine qu'on prenne quelques secondes pour rappeler que tu as été la première femme qui a reçu une certification internationale comme officielle de la FIFA. Tu as arbitré 3 Coupes du monde de soccer féminin, 2 fois aux Jeux olympiques. Tu as été récemment intronisé, ou tu le seras bientôt, Oui. au Panthéon du sport québécois comme bâtisseur. Tu as été intronisé au Panthéon du soccer canadien en 2005. Tu es la première qui a arbitré le premier match féminin olympique Oui. entre l'Allemagne et le Japon. Oui. Et tu es la première femme à avoir arbitré un match de soccer senior masculin au Brésil. Oui. Une fois que j'ai dit tout ça, je suis encore plus content que tu sois avec nous. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Vraiment, là, écoute, moi, je sais pas par quel bout prendre ça. Il y a tellement de choses, on s'en venait, puis on préparait la rencontre, puis je me disais, il y a un paquet de pistes à explorer avec Sonia. Puis la première, moi, qui m'intrigue, comment pourquoi on choisit de devenir un arbitre quand on sait que les spectateurs nous apprécient pas beaucoup, les entraîneurs ne nous apprécient pas beaucoup, des joueurs ne nous apprécient pas beaucoup? C'est pas le rôle le plus séduisant dans la pratique sportive. Qu'est-ce qui nous incite à être un arbitre? Eh bien, pour moi, ce qui peut être différent un peu pour les autres, mais pour moi, je pense que c'était une profession comme une autre. J'ai joué, évidemment, j'étais athlète, j'ai entraîné aussi. Alors là, quand j'étais tout jeune, un de mes entraîneurs m'avait dit, bon, on a besoin d'une personne ou deux comme joueuse qui prend le cours d'arbitre ou tout ça. Alors j'ai commencé à arbitrer, faire une histoire courte un peu à 14 ans, et puis j'ai pris la piqûre. C'est pas que c'était tellement payant, évidemment, mais c'était plus payant que de travailler au McDonald's. Et puis, je faisais mon exercice, j'étais en plein air, j'étais dehors, j'aimais courir, alors l'aspect physique m'attirait énormément. Et puis, la prise de décision, l'interaction avec les joueurs et les joueuses et même les entraîneurs à bas âge, j'aimais l'aspect communicatif entre nous et les prises de décision et la prise en charge d'une petite jute, finalement. Et puis, ça a évolué jusqu'au niveau international. Et puis, évidemment, ça a pris une dimension très différente, mais et l'argent est un peu plus grande, évidemment, quand tu deviens plus professionnel. Mais je pense que la majorité des arbitres arbitrent parce qu'ils aiment le sport, ils aiment être impliqués dans un niveau qui leur convient, que ce soit amateur ou professionnel, et il y a des challenges. Il y a vraiment beaucoup de challenges. Alors, c'est toujours un défi personnel, si on veut, de match en match. Et puis, moi, c'est ça qui m'a drivé, dans le fond, un peu toute ma carrière, oui. Et ce qui m'intrigue encore plus, c'est que là, tu as commencé à l'adolescence Oui. et tu étais une fille. C'est encore plus impressionnant, là. Comment on fait nos premiers pas? Comment on en arrive à imposer son respect, à s'imposer, sans trop s'imposer non plus? Mais comment on arrive à... Puis c'est dans une période de ta vie à l'adolescence où c'est un passage difficile, non? Oui. Ah, c'était pas facile parce que quand tu commences à arbitrer, surtout à 14 ans et à l'époque, on arbitrait les tout petits. Et puis, un coach, un entraîneur avait le droit d'être sur le terrain pour un peu l'aider les jeunes et tout ça. Alors, non seulement il fallait gérer les joueurs et les joueuses, il fallait aussi gérer le parent ou le coach qui était sur le terrain et qui, des fois, avait tendance à intervenir un petit peu. Alors, déjà, tu prends la piqûre à un peu de gestion, un peu de management, un peu de discipline. Alors, je sais pas, ça s'est déroulé comme ça, naturellement, je dirais. Et puis, succès après succès. J'ai l'impression que, j'oserais dire que peut-être il y a 30 ans, il y avait un peu plus de respect sur le terrain. Et maintenant, avec le professionnalisme et tout ça, je crois que les parents sont devenus un peu plus agressifs. Ils en demandent beaucoup aux jeunes. Et puis, ça reflète aussi leurs commentaires désagréables envers les arbitres et tout ça. Quand tu parles des parents, pourquoi tu penses que c'est devenu comme ça au fil du temps? Est-ce que c'est parce que
les gens sont venus à connaître davantage le soccer qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, le soccer au Québec, c'était pas aussi populaire, donc les gens connaissaient probablement moins, Tout à fait. s'en permettaient moins. Mais pourquoi tu penses qu'on en est là maintenant? Aujourd'hui, tu sais, on entend des histoires que des arbitres au soccer ou dans d'autres sports subissent qui sont inacceptables, là. Il y a énormément de violences verbales, même maintenant de violences physiques. Je crois qu'on n'avait pas avant, ou en tout cas j'étais moins au courant. Maintenant, c'est devenu un fléau. Presque tous les jours, j'ai des trucs sur Twitter ou les médias ou le système social, Facebook ou tout mon réseau de soccer, qu'un arbitre a été frappé en Angleterre, un autre s'est ramassé à l'hôpital. Et c'est arrivé ici au Québec l'été Oui, dernier. ici même. Ça, c'est intolérable. J'avais l'impression qu'il y a 30 ans, ça n'existait pas, ça. On était plus en sécurité. Mes parents me conduisaient pas au terrain pour aller arbitrer à 14 ans. Je prenais mon vélo, je prenais ma petite moto, puis j'allais arbitrer, je revenais chez nous, puis j'avais pas de stress. Je trouvais que c'était plus abordable ou plus sécuritaire. C'est comme les jeunes qui passaient l'Halloween il y a 30 ans. Et on les passait tout seuls, l'Halloween. On jouait dans la rue. Maintenant, les parents accompagnent et ils suivent partout, puis tu rentres pas dans la maison, puis tu manges pas ci. Tu comprends? On dirait que ça l'a suivi un peu la société qui est devenue plus agressive. Et puis, je pense que les parents en demandent énormément aux jeunes. Ils investissent du temps, de l'argent. Et puis, plusieurs pensent que leur jeune va faire la Ligue nationale de hockey ou l'Impact de Montréal. Ou, ils ont des ambitions très, très grandes. Et puis, je pense qu'ils s'impliquent davantage à ce niveau-là. Puis, plus tu montes, plus il y a d'argent, et plus il y a de sélection, et plus la demande est grande, et plus les sacrifices sont grands. Alors, je pense que ça monte aussi avec l'intensité. Quand je t'entends parler de ça, je peux pas faire autrement que de penser à... Il y a peut-être des petites Sonia là, qui nous écoutent, puis qui auraient envie ou qui t'entendent. Hey, j'aimerais ça faire ça. Mais moi, je serais inquiet que mes enfants, là, actuellement, là, aillent arbitrer dans un contexte où les gens sont hors contrôle. Parfois, c'est pas la majorité, mais il y a des situations où les gens perdent le contrôle. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ces jeunes-là d'y aller quand même, mais comment? Ah non, je pense qu'il faut pas se retenir. C'est pas si pire. On entend des cas, évidemment, mais dans le pourcentage de matchs que tu fais, c'est des cas isolés. J'ai arbitré pendant 29 ans et je dirais que seulement sur les doigts d'une main, il y a eu des incidents qui étaient vraiment désagréables. Où un joueur a lancé le ballon sur moi, où il y a eu, où ça s'est dégradé là, vraiment énormément. Mais quand tu penses aux milliers de matchs que j'ai faits, c'est une goutte dans l'océan, finalement. Alors non, je dirais à toutes les jeunes filles et même les jeunes garçons d'aller arbitrer, suivre le cours, c'est une belle école de vie. Et puis, il y a des moyens en place maintenant. Quand on regarde Québec Soccer, par exemple, quand tu commences à arbitrer, ils essaient d'envoyer des entraîneurs d'arbitres, des menteurs, des coachs qui vont un peu les guider dans leur premier match pour justement les garder dans la game. On essaie d'augmenter la rétention, d'éviter qu'ils quittent après un match ou deux, de les garder plus d'un an ou deux, parce que c'est après ça qu'ils prennent vraiment le goût. La première, deuxième année, c'est toujours plus difficile, mais quand ils sont bien supportés au départ, on a tendance à les garder plus longtemps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour mieux accompagner nos officiels? Puis non seulement mieux les accompagner, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour qu'ils bénéficient d'une meilleure reconnaissance, d'un meilleur respect de la communauté sportive au sens large, hein? Oui, je pense que le côté sain et sécuritaire de leur activité, c'est primordial. Alors, quand ils vont faire des matchs, quand ils font leur éducation, il faut qu'il y ait du respect. Il faut qu'il y ait du respect dans l'éducation. Il faut qu'ils se sentent en sécurité, qu'il n'y ait pas d'abus. Parce qu'il y a aussi de l'abus. On parle des entraîneurs envers les athlètes, en gymnastique, en natation, whatever, mais en soccer aussi, et ça se reflète plus par l'instructeur d'arbitre ou la personne qui est en charge, qui peut-être des fois prend un peu trop de contrôle sur les jeunes arbitres. Alors, il faut créer un environnement qui est sain, qui est sécuritaire comme ça. Et puis, il y a différentes choses qui ont été mises en place. Premièrement, un meilleur screening, je sais pas comment dire. Sélection. Une meilleure sélection, filtrage. oui, du staff, des instructeurs, des évaluateurs qui ont plus
plus de formation, si on veut, plus d'éducation, et aussi envers les arbitres qui ont plus d'informations, plus d'éducation. Alors, les deux sont mieux équipés à faire face à leur challenge. Vas-y. Oui, alors ça, je pense que c'est un gros morceau. Alors, l'éducation, je pense, c'est un gros morceau. La supervision, de les mettre dans un environnement sain où il y a du respect. Alors, si on voit qu'il y a un entraîneur d'arbitre ou même un arbitre qui fait quelque chose qui n'est pas correct, alors ils sont pris de côté et puis, où il y a des sanctions, où il y a une rectification, où il y a des conseils à faire. OK, maintenant, ça passe pas, c'est pas accepté dans notre milieu, et puis voilà ce que tu peux faire. Alors, il y a beaucoup plus de supervision. Puis je fais un peu l'anecdote. Je dis souvent aux jeunes arbitres internationaux, moi, j'ai fait mes 100 premiers matchs internationaux, j'ai eu une évaluation où j'ai vu l'évaluation physique, OK. que j'ai vu ma note et que j'ai entendu des commentaires. Le reste, c'était... Maintenant, on a tous les matchs. Hein? OK. Maintenant, aujourd'hui, tous les matchs. Et les arbitres ont un rapport direct après chaque match et des commentaires et même leurs notes et tout ça. Mais à l'époque, c'était un peu tabou. Alors moi, la seule façon que je savais si j'avais bien fait, c'était « Ah, il me donne un autre match ». Alors, la progression d'avoir un autre match, Je fais encore ma job. OK, c'est pas pire, je m'en sors bien. Mais on n'avait pas autant de feedback. Alors que maintenant, tu vois, ça c'est une évolution, quelque chose qui est extraordinaire. Il y a beaucoup plus de suivi, beaucoup plus d'interaction et de feedback avec ce que tu fais, ce que tu devrais faire ou ce que tu n'as pas fait et qui serait mieux, mais de façon positive et constructive. Et ça, c'est important. Es-tu impliqué, toi, comme mentor, comme Oui. accompagnateur? Oui, tout à fait. L'été passé, en particulier, j'ai fait beaucoup ici au Canada, beaucoup avec Ontario Soccer et la Fédération de soccer du Québec. Mais là, cette année, évidemment, on a beaucoup moins. Mais on a établi un système de mentorship, surtout en Ontario. Et puis, on avait un certain nombre d'arbitres où on suivait pour toute l'année avec un certain nombre de matchs. Alors, on voyait l'évolution. À chaque tournoi qu'il y a, on était un groupe qui allait au tournoi et qui les suivait pendant toute la journée. Alors, je pense qu'il n'y a pas un match où il n'y a pas quelqu'un qui est là pour les soutenir, pour les protéger même de peut-être d'abus du côté de la ligne de touche, hein, que ce soit au niveau des entraîneurs ou au niveau des parents. Alors, on essaie de ne pas intervenir directement, à moins que ce soit vraiment le désastre. Et plutôt, à la fin, on leur donne des conseils puis des solutions à ce qui est arrivé durant le match. Alors, c'est le jour et la nuit, finalement. Et ça, c'est important. Et ça nous a permis de garder beaucoup plus d'arbitres sur le terrain et actifs. Quand vous procédez au recrutement d'officiels, quelles sont les qualités que vous recherchez chez une personne pour être un officiel sur un terrain de soccer? Je pense qu'on peut enseigner tout à n'importe qui. Mais à la base, il faut que quelqu'un ait ça dans son cœur. Il faut que quelqu'un... Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi, ça? Oui, c'est ça. Je veux dire par ça, c'est comme un ancien joueur, une ancienne joueuse qui a la passion du soccer, par exemple, ou la passion de son sport. Et puis, déjà, ils sont convaincus que c'est le meilleur sport au monde, que ça vaut la peine de faire les efforts, qu'ils redonnent à leur sport en tant qu'arbitre. Alors, ça leur permet de rester actifs et tout ça, que ça fait peut-être même une deuxième carrière après être joueur et joueuse. Alors, ça, je trouve que c'est important parce que déjà, ils ont la passion. Ils ont la connaissance du sport. Et après, bon, on enseigne plus les lois du jeu, un peu plus spécifiques avec le positionnement, la communication, les signaux et bon, tout ce qui va avec l'arbitrage. Mais la base est là déjà. Quelle était ta force, toi, comme officiel? Ton avantage, ta qualité qui t'a permis d'être là aussi longtemps, là, 29 ans, t'as dit quand même? Oui. Je pense que la demande, particulièrement au niveau international, c'est l'aspect physique et mental et médical aussi. Alors moi, j'ai fait mon bac en éducation physique. J'étais un petit peu une maniaque des sports et tout ça. Alors je m'entraînais. Je courais 2 fois trop dans un match, mais je voulais être partout puis je voulais rien manquer. Alors, l'aspect physique, pour moi, c'était bien. Je passais les tests physiques assez aisément, alors que plusieurs échouent les tests physiques et puis c'est fini. Ils sont suspendus pendant un certain temps. Alors, pour moi, ça, c'était une force. Et j'aimais beaucoup le management sur un terrain. Alors, j'aimais l'interaction avec les joueurs. J'avais beaucoup de respect pour ce que j'avais joué aussi. Alors, quand je voyais un tacle qui était derrière, il était sur la cheville, qui n'était pas légal, ça me faisait mal aussi. Je savais ce que les joueurs ressentaient. Alors, j'avais beaucoup d'empathie. Les gens m'ont souvent dit que j'avais un charisme quand j'arbitrais et que je les protégeais bien.
OK. Alors ça, j'ai trouvé ça comme un compliment. Il y a une chose que tu as nommée 2 fois, l'importance des relations. Oui. Comment on établit ce relationnel avec des entraîneurs, Oui. avec des joueurs, tout en étant respecté, puis en faisant respecter les règles du jeu aussi? Oui. J'avais une certaine facilité avant le match, pour moi, c'était important de parler au capitaine. C'est important d'aller voir l'entraîneur, juste de serrer la main pour dire bon match aujourd'hui. C'est tout. C'est tout ce que ça prend. Bon match aujourd'hui, amusez-vous, je suis là pour s'assurer que les joueurs sont protégés puis que le match se roule bien. Et puis, je pense que ta crédibilité de match en match t'aide beaucoup pour le prochain match. Alors, si tu fais des bons matchs, match après match après match, les entraîneurs, les joueurs te voient arriver sur le terrain et disent « Oh, good! Ah, aujourd'hui, OK. on a un bon arbitre. » Alors là, déjà, ils sont en confiance. Hein. Ils sont en confiance qu'ils vont être protégés, ils sont en confiance que les lois vont être appliquées. Il peut y avoir des petites erreurs, mais c'est pardonné. OK. Alors que si tu as une mauvaise réputation, puis qu'à chaque fois, ah, lui, il donne toujours des cartons rouges, ah, lui, il sait pas ce que c'est un hors-jeu. Et là, les réputations s'installent, tu vois. Et puis ça, tu pars du mauvais pied, entre guillemets. Tu parles de réputation, mais si on renverse l'équation, Oui. toi, comme officiel, tu arrives sur le terrain, puis là, tu vois tel instructeur, Oui. tel coach, puis tu sais qu'il est 10 jambes, puis qu'il a la mèche courte. Oui. Comment tu établis cette relation-là avec lui? Comment tu vas officier ton match? Oui. Je commence toujours assez solide, OK. assez sévère, assez serré, mais toujours fair. Toujours fair. Et puis, alors, comme d'habitude, si j'ai un entraîneur que je sais qui est un peu agressif et tout, mais je fais la même chose au début du match. Bon match aujourd'hui. Vous êtes entre bonnes mains et puis on va faire de notre mieux en termes d'équipe et tout ça. Alors, j'essaie de les rassurer. Je les rassure surtout par mon action. Le premier coup de sifflet, la façon que je cours sur le terrain, la façon que je respecte les joueurs et les joueuses par ce que je dis et par ce que je fais. C'est-à-dire, par exemple, si un joueur est au sol, s'est blessé, ben, je peux l'aider à se relever gentiment et non à rusher des trucs, par exemple, le médecin ou à être agressif dans mes signaux. Non, j'essaie d'être calme, mais en même temps, d'être ferme. Alors ça, c'est important. Et normalement, quand les entraîneurs voient qu'un arbitre, ils savent de quoi ils parlent et puis qu'il y a eu quelques bonnes décisions, il y a un respect qui s'installe. Alors, même si leur propre joueur a un carton jaune à un moment donné et que c'est bien mérité, ça passe. Quel est le pire défaut d'un officiel? Ou le piège qui pourrait guetter un officiel? Moi, je pense que ce qui nuit beaucoup à certains officiels qui sont très bons, c'est l'arrogance. L'arrogance. Quelqu'un qui pense qu'il est mieux que les autres ou qui est arrogant dans ses actions envers les joueurs ou les entraîneurs et tout ça. Ça, pour moi, c'est un défaut qui est mal placé, qui devrait être corrigé. Et puis ça, on essaie de travailler beaucoup avec les arbitres. Sois confiant, mais sois pas arrogant. Fais ce que tu as à faire, fais ton travail, pas nécessairement plus et moins, mais fais-le et fais-le bien. Et fais-le à 100%. Et quand j'entraîne les jeunes arbitres, je leur dis, l'arrogance, ça passe pas. Et puis, tu n'atteindras pas de haut niveau avec ça. Travaille sur ta communication, travaille sur tes bonnes décisions, sur ta performance, contrôle ce que tu peux contrôler, et puis ça va suivre ensuite. Hein. Quand tu dis que tu entraînes les officiels, c'est que tu vas en observation, tu les observes pendant un match, tu leur fais des comptes rendus ensuite, puis des pistes de solutions ou d'amélioration? Oui, il y a différents aspects. Comme instructeur, comme administratrice, évidemment, j'étais en charge de tous les arbitres. Mais quand je vais un peu plus en détail, les instructeurs techniques, par exemple, vont, dans les périodes d'entraînement ou dans les matchs, vont donner des conseils techniques. Les signaux n'étaient pas corrects, le déplacement était à corriger, tu étais trop loin du jeu, voici pourquoi tu as manqué ça. L'aspect technique du match. On a aussi des entraîneurs physiques. Hein. Alors, on s'entraîne et puis là, on travaille un peu sur la technique de course, sur les déplacements, sur la course par derrière et tout ça. Alors ça fait partie des feedbacks, si on veut. Donc, on entraîne à ce niveau-là. On entraîne hors match, évidemment, et on entraîne durant les matchs. Donc, à la fin d'un match, on donne des feedbacks sur l'aspect technique, l'aspect physique et tout ce qui s'en découle. Okay. Si on revient à la jeune Sonia qui fait ses débuts comme arbitre puis qui la chemine, à quel moment tu as commencé à réaliser que ça pouvait devenir un emploi, que ça pouvait devenir une carrière? À quel moment tu as senti ça puis
tu as commencé à y croire? Et j'ai commencé à 14 ans, mais à ce moment-là, il y avait pas beaucoup de soccer féminin, évidemment. Et puis, même pas d'équipe nationale. Hein. Notre équipe nationale C'est date vrai, c'est de vrai. 96, alors ça fait pas mille et une nuits. Et puis, alors j'ai commencé à arbitrer jeune. Et puis, rendu, si je fast-track un petit peu, ça a pris comme un 10 ans, à peu près, un 8-10 ans à monter dans les échelons, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de matchs. Et j'étais la première femme, bon, et tout ça. Donc, ça a pris un peu plus de temps. Maintenant, tu peux monter dans ta carrière un peu plus rapidement. Mais disons, ça m'a pris à peu près 8-10 ans. Après ça, là, je suis rendue universitaire. J'ai joué 3 ans universitaire ici à l'Université de Sherbrooke. Et puis, j'aimais bien ça. Mais je jouais au hockey aussi durant l'hiver. Je jouais au soccer. J'aimais bien les deux sports. Mais à un moment donné, je suis devenue, à cette époque-là, je suis devenue arbitre nationale. Et puis là, ça a commencé à débloquer un petit peu plus. J'ai été demandée pour arbitrer des matchs internationaux hommes. J'étais allée au Portugal. J'ai fait d'ici à Toronto, Portugal, Danemark, tout ça, chez les hommes. Et puis là, on m'a vu au début de ma carrière FIFA. Et puis, ça l'a débloqué comme ça. D'avoir été une femme dans ton sport, est-ce que ça a été une difficulté? Est-ce que tu as parfois senti que si tu avais été un homme, tu serais peut-être arrivé plus rapidement à ce que tu as atteint quand même? Mais est-ce que si tu avais été un homme, ça aurait été plus facile? As-tu eu cette impression-là parfois? Je suis convaincue que si j'avais été un homme, ça aurait été plus facile, ça aurait été plus rapide. Parce que j'avais du succès, je faisais le même test physique que les hommes et tout ça, mais il y avait toujours une réticence dans l'appointement. Est-ce qu'on lui donne un match à elle? OK, oui. Quand j'étais jeune, on leur donne un match, mais on va lui donner des assistants masculins pour supporter l'équipe et tout ça. Bon, travail d'équipe, bien entendu, mais il y avait toujours un peu, je crois, un certain malaise où on prend une chance, hein. Tu vois? Mais finalement, ils m'ont donné une chance, une chance, une chance. Et après ça, c'est moi qui faisais plus comme, OK, j'aide les autres. Tu vois? Alors, la crédibilité, ça a monté. Mais définitivement, ça a été difficile. Je sais pas combien de fois dans ma carrière, je me suis fait dire sur un terrain par des hommes, retourne dans ta cuisine, t'as pas d'affaires ici sur le terrain, c'est la place des hommes. Comment tu réagissais à ça? Il y a différents trucs qu'on peut faire hein, dans l'arbitrage. Là, je te Carton dirais pas rouge. tout. Non, j'étais très... Justement, je travaillais avec la communication. Et s'il y a un joueur qui m'approchait, qui me disait ça, c'est comme j'essayais de discuter, puis bon, calmer un peu. Mais dans l'arbitrage, c'est ça un peu. Si c'est une discussion sur le terrain avec un joueur et un arbitre, normalement, j'essaie de calmer et de discuter, de gagner le respect. Si quelqu'un criait après moi, je parlais doucement, et puis bon, il y a différentes techniques qu'on peut faire. Mais si ça devient quelque chose qui est très visible et que tous les spectateurs l'entendent et tout ça, là, on n'a pas le choix de donner un carton. On n'a pas le choix de réagir parce que sinon, on perd la crédibilité. Alors, le carton, pour moi, c'est un peu un dernier ressort. J'ai essayé de tout faire pour éviter les cartons, mais à un moment donné, c'est nécessaire. Alors, il fallait le faire. Des fois, j'en riais totalement ou des fois, je répondais doucement. Mais jamais c'était une réponse pour insulter de nouveau. Alors, j'entretenais pas cette négativité de discussion ou d'insulte. Insulte-moi, je vais en prendre un peu, mais j'ai mes limites aussi. Et puis, quand ça dépassait la limite, il y avait déjà eu un avertissement ou deux. Alors, le warning était là et puis je réagissais. Le soccer étant un sport où les gens sont parfois sanguins, là, est-ce qu'il est arrivé des situations où tu as même eu peur? Là, parce que tu as arbitré à des endroits que le soccer est vraiment une religion. Là. Oui. Est-ce qu'il est arrivé des situations où tu as eu peur? Oui. En général, ça a bien été, évidemment, pendant ces 29 ans-là, mais je dirais qu'un des matchs qui est le plus difficile, c'était au Brésil, un match d'hommes première division. Le match où tu as refusé un but, tu as donné un carton rouge? Oui, exactement. Et puis, le match, c'était tellement serré. C'était un match de première division, mais c'était un match où le plus haut de deuxième division montait en première s'il gagnait et tout ça. Il y avait, mon Dieu, le stade était plein à craquer et que des hommes, évidemment. Comment on se sent, là? On était-tu nerveux? Oui, j'étais très nerveuse parce que... Comment on gère ça? Oui, mais premièrement, il parlait le portugais. Alors, j'avais appris quelques mots portugais avant pour essayer de calmer les joueurs au moment opportun en faisant le tirage ou en leur demandant de prendre 10 verges ou...
Alors, j'avais un petit peu des trucs, mais aussi, la langue était une difficulté. C'était au mois de février, et puis là-bas, il faisait 100 degrés. Moi, je partais de l'hiver ici, tout ça. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à s'adapter. Et puis, en plus de ça, ben, la carton rouge était à Cafu. Alors, Cafu, qui était un grand joueur du Brésil à l'époque, très reconnu, la vedette, hein? La vedette du stade. Alors, quand je lui ai donné un carton rouge, évidemment, je me suis fait huer pendant plusieurs minutes. Plusieurs minutes. Mais je pense que ce qui m'a aidé dans ce match-là, qui est un match qui est très clé, c'est que dans la 3e minute de jeu, après le premier sifflet, il y a un gars de Palmeiras qui a fait un tacle derrière et tout ça. Et puis, c'est un carton jaune évident, clair pour tout le monde. Alors, j'ai donné le carton jaune de façon très claire. Et on dirait que toutes les... Ouais. qui étaient dans le stade depuis une demi-heure, après ce carton jaune-là, ça s'est calmé. Là, à un moment donné, ils ont... Ah! C'est un arbitre. Ils ont arrêté de voir que c'était une arbitre féminin, et là, c'était une arbitre qui faisait son travail. Alors ça, des fois, il y a des occasions comme ça dans un match qui t'aident à prendre le dessus, si tu veux. Mais mon Dieu que ça a été difficile parce que il y avait énormément de sécurité. On avait toutes sortes de secrets, de signaux qui étaient secrets pour les polices d'intervenir OK. si jamais il y avait quelque chose qui se passait Wow. dans le stade. On devait passer en dessous dans un tunnel pour quitter le terrain pour revenir. Et puis, après le match, par exemple, ça nous a pris 5 heures à quitter le terrain avant qu'ils évacuent tout. Donc, tu sais, j'avais la traductrice, la sécurité, le chauffeur et tout ça. Mais malgré tout, on était confinés dans nos petits vestiaires pendant 5 heures après le match, avant qu'on puisse quitter de façon sécuritaire. Mais pourtant, le match a relativement bien été. J'ai eu beaucoup de commentaires très, très positifs, mais c'était un match difficile. Et dans une autre mentalité, dans un autre contexte qu'on voit pas ici, là, vraiment. C'est toute Ouais. une expérience. Hein? Oui, c'était Dans ce que tu viens de relater, tu as fait allusion au sifflet qu'on entendait dans la foule. Ça, c'est une question, c'est quelque chose qu'on entend souvent, que les gens qui jouent ou qui arbitrent, les gens nous disent, bon, on n'entend pas la foule. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'on n'entend pas la foule? Oui, je peux dire que c'est vrai dans un des matchs de Jeux olympiques, on avait 80 000 personnes dans le stade. Alors, évidemment, on rentre avec les équipes derrière qui marchent vers nous, et le stade bougeait comme ça. Il y avait, parce que tout le monde était debout dans les estrades à voir les équipes qui rentraient. Et l'équipe américaine, c'était aux États-Unis. Et puis, le stade bougeait comme ça. Alors là, l'adrénaline monte. Hein, mais là, on est tellement focusé, concentré, qu'on a juste hâte que le premier coup de sifflet arrive, parce que c'est notre zone de confort. Ce qui n'est pas confortable pour nous, les arbitres, souvent, c'est hors terrain. Une fois qu'on est là, on est dans notre élément. On est en contrôle, on a le sifflet, on court, et puis on manage notre environnement. Ça, pour moi, c'était clé. Mais comment on gère ça, ce stress-là? Parce qu'à un moment donné, ça t'anime, c'est quand même en toi. As-tu des trucs pour des arbitres qui cheminent? Puis qui... Bon, ils ont pas arbitré encore à ton niveau, mais ils vont arbitrer à un moment donné aux Jeux du Québec, aux Jeux du Canada. Ben, ils vont monter, puis il y a toujours un niveau d'intensité. Y a-tu des trucs qu'on peut donner pour gérer ce stress, cette boule-là? Oui. Il y en a qui... J'ai vu et entendu toutes sortes d'histoires. On fait beaucoup plus de préparation mentale présentement qu'avant. Avant, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de psychologue ou de préparateur mental pour les arbitres. Alors, on gérait du mieux qu'on pouvait. Mais moi, je dis toujours aux arbitres, prépare-toi le mieux que tu peux. Point de vue physique, point de vue mental. Parce que une fois que tu rentres sur le terrain, tu es complètement dans le match. Laisse-toi pas distraire par tout ce qui se passe. Puis, comme tu dis au début, j'entendais plus la foule. Alors, même si c'était un mauvais camp, ça criait contre moi, je l'entendais plus. J'étais tellement dans ma zone pour pas perdre ma concentration, puis je me laissais pas distraire par tout ce qui se passait. J'avais confiance en mon équipe qui gère ce qui était à l'extérieur du terrain, puis moi, j'étais à 100% contrôle sur le terrain comme tel. Alors, préparation mentale, préparation physique, quand tu es prêt pour quelque chose, tu réagis beaucoup plus à ce que tu fais. Et puis, maintenant, il y a beaucoup plus d'entraînement, évidemment, hors terrain. Il y a plus de trucs, la respiration, la motivation. Alors, les arbitres ont plus d'outils dans leur poche, si on veut, pour réagir à tout ça. Il y a quelque chose que tu as mentionné à 2 occasions lorsque tu parlais du travail d'un officiel. Moi, dans ma tête, un officiel, il s'en va tout seul au front. Mais tu as nommé 2 fois, sinon 3, le travail d'équipe, mon équipe.
Peux-tu m'expliquer davantage comment les officiels, comment vous voyez ça de travailler en équipe? C'est primordial, primordial. On peut pas faire un match seul. Alors, les gens qui pensent que sont top-notch, puis qui peuvent faire un match seul, puis qui donnent pas trop de responsabilités aux assistants arbitres, c'est une erreur, une grave erreur. J'ai toujours dit aux arbitres, on est 4 normalement, l'arbitre central, 2 assistants et le quatrième officiel. Et puis j'ai toujours dit, eh bien, on prend un vol ensemble pour 90 minutes ou plus, et puis on prend un vol ensemble, et si on crash les 4. C'est jamais la faute de un ou de l'autre qui a fait une erreur, c'est un travail d'équipe. Et ça, c'est important. Il faut avoir confiance à son équipe. Et puis, évidemment, il y a 22 joueurs sur le terrain. Moi, je suis la seule au centre. Il y a plein de choses qui se passent derrière moi. Alors, il faut que mes assistants quatrième officiel m'aident à prendre ces bonnes décisions-là. Et puis, ça, on travaille beaucoup là-dessus au niveau des arbitres. Et puis, surtout quand c'est des matchs qui sont très difficiles et qu'il y a beaucoup de gestion à faire, on a besoin de ces 4 paires de yeux-là. Puis ça arrive souvent, ça, que la relation de travail d'équipe prend toute son importance dans la gestion d'un match? Oui, très, très important. C'est pour ça qu'à un moment donné, depuis un certain nombre d'années, on a essayé de développer un système de trio. Alors, surtout au niveau international, mais disons, moi, j'arbitre et j'ai mes 2 assistants arbitres qui sont toujours les mêmes. Alors, maintenant, on sait comment on réagit un et l'autre. On sait, on sait comment la personne va protéger ou va regarder derrière ton dos. Nos signaux sont compatibles, sont connus. Alors, ça rend notre travail beaucoup plus facile et efficace et automatique. Alors, dans des situations chaudes d'un match, on n'a pas besoin de penser à « Oh my God, non, on a le système des fois de communication, des fois il y a des problèmes de langue, on parle pas la même langue, alors il faut que les signaux soient clairs. Quelqu'un peut t'aider sur la touche en disant « Ça, c'est un penalty », en donnant un certain signal que toi, tu connais pas, parce que c'est ce qu'ils font dans leur pays. Alors, le travail d'équipe devient énormément important pour prendre de bonnes décisions et rapides avec efficacité. Et puis, les gens pourraient être surpris des fois comment un arbitre prend les décisions, mais que ça vient d'un assistant. OK. Et les gens ne savent pas. Quand tu te prépares pour un match comme officiel, est-ce que tu jettes un œil aux équipes en présence quelques jours avant pour savoir à qui je m'adresse, les joueurs, les forces, les faiblesses, les tendances de l'un, de l'autre? Est-ce que tu étudies un peu, entre guillemets, Ouais. À l'époque, on faisait pas ça beaucoup, mais de plus en plus. Et moi, j'ai toujours fait. J'ai toujours fait dans ce sens où j'aime mieux avoir plus d'informations que pas assez. Il y a des gens qui disent ah non, je veux pas être biaisé en sachant qu'un joueur est plus agressif ou il y a tant de cartons jaunes ou que ci ou que ça. Non, moi je trouve que comme dans la vie de tous les jours, plus on a de l'information, plus on va donner une performance qui est de taille, en étant objectif avec ce que tu vois, évidemment. Alors maintenant, il y a beaucoup de préparation avec l'aspect comment le système de jeu des équipes, par exemple. Les meilleurs scoreurs, qui a eu plus de cartons, ceux qui sont plus agressifs, ceux qui ont tendance à avoir une bouche très active envers les arbitres, les entraîneurs même. Les entraîneurs, est-ce qu'ils sont réactifs dans l'ère technique? Alors, on essaie d'avoir le plus d'informations possible. Et puis, avec ça, on commence le match d'une façon très, très neutre, évidemment, mais on a les outils pour réagir s'il y a quelque chose qui arrive. Alors, moi, je pense que l'ignorance n'aide personne. Il faut avoir l'information pour être capable de bien réagir et de réagir rapidement. Quand on est bien préparé, on peut réagir à quelque chose qu'on est prêt à réagir. Un peu plus tôt, on a parlé d'encadrement pour les officiels, puis je ne poserai pas la question, mais moi, je vais faire une affirmation, là. Je trouve qu'on n'en fait pas assez, moi, pour protéger nos officiels, nos arbitres, les encadrer, les protéger. As-tu des idées, des pistes de solutions pour qu'on prenne mieux soin de nos arbitres et de nos officiels? Oui, tu as tout à fait raison. Je pense qu'on n'en fait pas assez pour les arbitres. C'est pour ça qu'on a un problème de rétention au niveau des arbitres et même du support technique des entraîneurs d'arbitres et tout ça. On a un problème un peu à recruter des gens parce que il n'y a pas assez d'argent. On demande aux arbitres de faire un peu trop de bénévolat et même aussi aux menteurs, aux coachs d'arbitres de faire des séances d'entraînement ou de faire des trucs de façon bénévole. Jour après jour. Alors, oui, on aime le sport, on aime ce qu'on fait, on en fait beaucoup, tout le monde en a fait beaucoup, mais à un moment donné,
t'atteins une certaine limite aussi, que bon, t'as d'autres choses à faire aussi, surtout quand c'est toujours bénévolat. Il y a des fois aussi, j'ai manqué du travail pour faire des trucs qui m'ont permis d'avancer aussi. Alors, parfois, on demande aux arbitres, par exemple, OK, t'es payé à tous les matchs un certain montant, qui est pas énorme, mais ce tournoi-là, c'est bénévole parce que tu vas être évalué à chaque match et tu vas être capable peut-être d'avoir plus de feedback puis de monter dans les grades et tout ça. Alors, on incite un peu. Et puis là, bon, tout d'un coup, les gens font beaucoup de bénévolat. Et puis, ça gruge un peu, évidemment. Il y a beaucoup à faire. Bon, le système financier, évidemment, est un problème. Et ça l'engendre un paquet d'autres problèmes. Mais avec ce qu'on a, ce qu'on peut faire, c'est de créer un environnement qui est plaisant. Des fois, ça en prend pas gros, mais donner un petit bonbon en retour, donner un équipement, un sentiment d'appartenance avec un équipement, avec un logo. Alors, c'est pas toujours de l'argent. Des fois, c'est on paye toutes les dépenses, on paye un bon petit repas. Voici un honneur dans le Plus de gala, reconnaissance, une là. reconnaissance et tout ça. Des fois, c'est assez pour garder moi, ça m'a tenu garder très longtemps parce que, comme arbitre, on reçoit les pots souvent, mais on reçoit pas beaucoup les fleurs. Alors, c'est bien des fois d'avoir cette reconnaissance-là et d'un sentiment d'appartenance à un groupe, à une association dont tu es fier. Sans vouloir nous comparer, tu t'es promené, tu es allé dans plusieurs pays. Est-ce qu'il y a des endroits où les arbitres, tu sentais qu'ils étaient bien encadrés, il y a des systèmes qui sont mis en place où on s'en occupe et on prend soin d'eux? Ah, tout à fait. Au niveau, si on regarde au niveau international, on a 6 confédérations. Et évidemment, la confédération que tout le monde look up to, que tout le monde regarde en disant « Ah, OK, c'est la UEFA, c'est l'Europe. » Pourquoi? Parce que l'Europe, c'est assez très serré. Il y a beaucoup plus d'argent. Ça ressemble beaucoup à la FIFA, si on veut. C'est basé en Suisse. Et puis, il y a beaucoup plus de support, de reconnaissance. Il y a beaucoup de ligues professionnelles chez les hommes et chez les femmes maintenant. Alors, les arbitres arrivent toujours de façon très professionnelle. Nous, on avait l'habitude de voyager avec un veston bleu, des pantalons gris, tout ça, mais que tout le monde achetait soi-même. Puis le style et les couleurs, ça variait. Même les badges variaient parce qu'on n'avait pas une badge officielle et tout ça. Maintenant, c'est beaucoup plus professionnel. Tu regardes des arbitres, je sais pas, moi, je donne une idée, un exemple, la Suède. Les équipements hors terrain aussi étaient fournis. Les équipements sur le terrain sont tous fournis aussi, commandités par Adidas. Alors, les gens arrivent exactement avec le même uniforme, la même présence, le même petit foulard, la même petite cravate, et ça fait très professionnel. Donc, ça l'impose déjà. Et puis, si on compare à peut-être l'Afrique, par exemple, le continent de l'Afrique, qui est beaucoup plus pauvre, il arrive énormément beaucoup de préjudices avec ça, mais c'est juste de façon visuelle. Il y a aussi une apparence qui donne confiance ou non aux équipes qui sont présentes. Alors, je ne veux pas dénigrer l'Afrique en disant ça, mais je donne un exemple où il y a des gens qui sont venus en tournoi avec moi qui n'ont même pas d'électricité chez eux. Alors, quand ils arrivent dans un tournoi, puis qu'on reste dans un Fairmont Marriott, un 5 étoiles, et puis qu'il y a du buffet à volonté. Mange comme tu veux, 3-4 fois par jour, et puis que toute l'équipe, ils reçoivent un beau sac Adidas avec plein d'équipements, et les yeux sont grands comme ça. Alors, il y a beaucoup de disparités dans le monde, c'est ce que je voulais dire dans le fond, là. Et puis, quand ils arrivent dans un tournoi comme ça, c'est parce qu'ils l'ont mérité, ils ont été sélectionnés, mais malgré ça, on voit aussi beaucoup de différences. Tu as été une pionnière dans ton sport, on l'a dit. Sens-tu qu'en 2020, les femmes ont certainement plus de place qu'autrefois, mais est-ce qu'elles en ont assez? Est-ce qu'on leur en donne assez? Est-ce que c'est encore difficile pour elles de percer? Ah oui, c'est énormément difficile pour les femmes de percer. Est-ce que c'est mieux? Oui, beaucoup mieux. Parce que si on regarde, en 1994, j'étais la première femme au monde à être sur la liste internationale. Ensuite, on est devenu 4. Et ensuite, en 1995, on était 20. Et là, c'était la deuxième Coupe du monde des femmes en Suède. Donc, on avait une équipe mixte hommes et femmes. En 1999, Coupe du monde aux États-Unis, chez les femmes, on était pour la première fois que des femmes arbitres.
en équipe. Alors, déjà, il y a eu une évolution assez rapide et maintenant, il y a au-dessus de 1000 femmes arbitres dans le monde. Donc, en 25 ans à peu près, ça a changé énormément. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités. Et ce qu'on a vu dans les dernières années aussi, il y a beaucoup il y a beaucoup de pression à travers le monde. Il y a beaucoup d'associations, de fédérations et de ligues qui maintenant sont fiers de dire ah, on a une femme qui arbitre les hommes et puis ça donne un prestige, ça donne ah, nous, on est d'avant-garde, on a le respect, tout ça. Des fois, c'est juste un match et puis ils se lancent beaucoup de fleurs avec ce Apparence match-là. d'équité, mais... Oui, exactement. Mais si on regarde la NBA, par exemple, il y a quelques arbitres comme... Oldman, puis Sago et tout ça qui ont fait la NBA. Chez les femmes au soccer, on a Bibiana Steinhaus, par exemple. Moi, j'ai fait des matchs internationaux masculins, mais maintenant, c'est... Par exemple, Bibiana Steinhaus, qui maintenant a juste pris sa retraite cette semaine, c'est dommage un peu, mais elle faisait la Bundesliga, première ligue. On avait Stéphanie Frappard aussi de la France qui a fait la finale de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde en France en 2019. Et puis là, elle arbitre les hommes. Elle a fait la UEFA Cup aussi. Donc, il y a de plus en plus comme ça de scénarios où les femmes sont invitées occasionnellement, je dirais encore, sporadiquement dans certains matchs clés, mais c'est pas assez. C'est pas assez. On a besoin, c'est une minorité et c'est, comme je disais, un match ici et là. On a besoin un peu comme la NBA ou la NFL, ce serait bien d'avoir des femmes qui soient sous contrat ou la MLS même. On a quelques femmes aussi d'ailleurs. Tori Penso qui a fait des matchs. On a besoin du monde comme ça, sous contrat, qui font des matchs régulièrement. Est-ce que les conditions sont en place pour favoriser leur inclusion, selon toi? Dans certaines ligues, oui. Je crois que, bon, la MLS, par exemple, bon, c'était la première fois où il y avait une femme qui était au centre. Par contre, on a eu quand même depuis certaines années des arbitres sur la touche. Évidemment, c'est pas l'arbitre central, c'est pas l'arbitre qui décide de tout. C'est plus facile d'intégrer les arbitres sur la touche qui sont des assistants à l'arbitre, assistantes à l'arbitre. Alors, c'est plus facile un petit peu d'intégrer. Il y a des arbitres qui sont sous contrat avec la MLS, des arbitres féminins, donc c'est bien, ce qu'il n'y avait pas avant. Mais on en a besoin davantage. Encore une fois, le pourcentage est très, très faible. Si je t'avais à t'adresser à des parents, comme officiel, en pensant à de jeunes officiels, qu'est-ce que tu dirais à des parents? Puis je vais te poser la même question pour des coachs, parce que les coachs, c'est des modèles pour leurs joueurs, puis les parents aussi sont des modèles. Puis après ça, je vais terminer avec les joueurs. Mais on va commencer avec les parents. Si tu avais un message pour eux. Moi, je dirais aux parents, donne-leur un sifflet, donne-leur un ballon, fais-leur... Ben moi, si j'avais des enfants, je leur dirais, joue tous les sports que tu veux, essaie toutes sortes de choses, que ce soit le ballet, le soccer ou la musique ou n'importe... Essaie toutes sortes de choses parce que c'est quand tu es jeune que tu développes différentes habilités. Et puis, j'inclus l'arbitrage avec ça, dans un environnement qui est constructif. Alors, je leur donnais un sifflet, je leur dis, va essayer. J'ai donné à ma nièce, d'ailleurs, quelques chandails d'arbitre où, quand elle était tout jeune, elle me regardait, puis c'est comme, oh wow, c'est un peu un role model. Et puis, je voyageais partout, c'était attrayant, c'est comme, oh wow, c'est une belle vie, j'ai des amis partout à travers le monde, tu parles différentes langues, tu goûtes différentes nourritures. Elle était vraiment attirée par tout ça, elle a fait plein de projets d'école là-dessus, c'était vraiment touchant. Et puis, j'avais donné quelques chandails d'arbitre, et des cartons et tout ça pour qu'elle commence ses premiers matchs. Mais malheureusement, elle n'a pas continué. Mais c'était de donner la chance au moins. Donner la chance d'ouvrir les portes, d'avoir des opportunités et d'avoir aussi une mentalité très ouverte pour leur donner la chance. Pourquoi? Pourquoi pas? C'est un travail qui... Moi, je regrette absolument rien. Je crois que j'ai eu la plus belle carrière au monde. Même si des fois, je me suis fait engueuler et tout ça. Je le recommanderais à n'importe qui veut se challenger un petit peu, qui veut défoncer des portes. Et maintenant, les portes sont ouvertes, en tout cas plus qu'avant. Et c'est une belle carrière, vraiment une belle carrière. J'ai aucun regret. Puis je dirais aux parents, donnez-leur un petit sifflet, allez leur aider, poussez-le dans cette carrière-là. Il y a beaucoup à faire maintenant. Et si on continue avec les parents, quant à leur comportement
qui sont parfois déviants à l'égard des officiels. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les éveiller, les sensibiliser, les amener à réaliser que les arbitres, c'est des êtres humains, là? Oui. C'est drôle, hein, parce que j'ai donné, quand j'étais un peu plus actif au niveau d'instructeur et tout ça, puis on donnait des stages d'arbitre, j'avais insisté à un moment donné qu'on fait, dans une période de 15 heures dans le week-end, qu'on fait 1 heure avec les entraîneurs. Donc, on invitait les entraîneurs et puis, comme arbitre, on leur expliquait un petit peu leur point de vue. Parce que la majorité ne savent pas qu'on s'entraîne fort, qu'on a des tests médicaux, qu'on a des tests d'anglais, qu'on a des tests des lois du jeu, qu'on fait tellement d'efforts, de sacrifices et tout ça pour des pinottes d'argent. Alors, l'information est intéressante et en même temps, je leur donnais des réponses à leurs questions. Donc, je disais aux parents ou aux entraîneurs, mais posez des questions. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans le jeu? Qu'est-ce qui vous aiderait à manager votre enfant ou votre équipe? Et puis là, ben, comment ça marche le hors-jeu? Pourquoi là? Là, je leur expliquais, je leur donnais des petites vidéos, j'expliquais pourquoi. Et ça permettait qu'à un moment donné, sur le terrain, le prochain match, ils comprenaient pourquoi l'arbitre, c'est un cas serré, parce que là, ils ont vu que, oui, OK, là, c'était difficile à juger, bon, OK, ils pardonnaient. Ils pardonnaient les cas serrés. Il y avait eu l'éducation et ils connaissaient davantage les lois, et puis, normalement, ça donnait une réaction positive. Il y en a qui abusent aussi en connaissant les lois, ils pensent qu'ils peuvent influencer l'arbitre, mais en général, l'aspect était positif. Le retour était positif. Quand on pense à l'avenir, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à nos officiels? Qu'est-ce qu'on pourrait leur souhaiter dans leur fonction pour que ce soit plus plaisant pour eux, que ce soit plus facile pour le système sportif aussi de les recruter et de les garder? Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter? D'abord et avant tout, c'est un programme qui se tient, qui est respectueux. Il faut que les gens se sentent, bon, évidemment intéressés, tout ça, mais qu'ils se sentent bienvenus et supportés. Je donne un peu d'exemple. Quand j'étais la directrice de l'arbitrage au niveau de la FIFA, il y avait un problème de crédibilité avant que j'arrive. Et puis, un peu derrière les portes, on m'avait dit, tu dois préparer le programme, mais redonner la crédibilité au programme. Ce qui arrivait, c'est que il y avait beaucoup d'hommes qui étaient en charge des femmes avant que j'arrive. Et puis, bon, il y avait aussi beaucoup d'abus, même au niveau sexuel et tout ça, parce que les hommes donnaient les matchs à un tel ou une telle. Il y avait un pouvoir, évidemment. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui tombaient dans le panneau aussi. Alors, ça marchait des deux côtés, hein? Même les adultes. Alors, ça, on a clairé ça. Moi, quand j'ai commencé à être la directrice, j'ai dit, tout le monde est neutre, tout le monde part du même pied. C'est basé sur la performance sur le terrain. Et puis, il y a différents critères. Mais tu vas avancer dans ta carrière si tu performes sur le terrain. Alors, les lignes étaient directes, les lignes étaient très, très claires. C'était noir et blanc. Si tu fais ça, il y a des conséquences et ça, c'est pas acceptable. Juste avant qu'on commence. Alors, quand tu viens, et puis la première chose que tu te fais dire, voici les règles et tout, tu adhères ou non. Mais si tu débordes un peu, tu sais que tu es renvoyé chez toi. Et voilà, tu viens de perdre ta carrière. Alors il savait que s'il travaille fort, il serait récompensé. Et s'il faisait des choses qui étaient non recommandées ou illégales ou il y a des conséquences. Manquait de respect, il y avait des conséquences, effectivement. Et ça, je parle de tout. S'il y avait du racisme, s'il y avait du harcèlement, s'il y avait des abus verbaux ou physiques, s'il y avait un but de pouvoir, s'il y avait du bullying, l'intimidation, des trucs comme ça. Ça, on surveillait tout ça. Et je disais toujours à mon staff, vous rencontrez toujours les arbitres dans le bureau, qui était un aire ouverte où il y avait plusieurs personnes, ou dans un aire ouverte ou dans notre salle de repas, mais jamais dans votre chambre à coucher, par exemple. Il y avait des règles comme ça qui faisaient que les gens s'en venaient en tournoi, et là, il n'y avait plus peur. Ils savaient exactement à quoi s'attendre et ils savaient que s'il y avait quelque chose, ils pouvaient en parler à quelqu'un. On avait des préparateurs mentaux avec nous, des physiothérapeutes, des masseurs. Alors, s'il y avait une blessure, il n'y avait pas besoin de me le dire à moi.
Il allait voir la physio réglait le problème ou non. Et là, si la personne ne pouvait pas faire un match, là, maintenant, ça venait à moi parce qu'il fallait que je sache est-ce qu'elle peut faire le match ou non. Mais j'avais pas besoin de tout savoir parce qu'il y avait des professionnels en place qui prenaient soin de tout ça. Alors, l'équipe, justement, l'équipe sur le terrain, mais aussi l'équipe hors terrain, faisait un travail extraordinaire. Donc, la confiance qu'on avait, le support d'un et l'autre, faisait que c'est un environnement sécuritaire, c'est un environnement sain, respectueux, et il n'y avait plus personne qui avait peur maintenant de venir. On en a déjà parlé par le passé, comment c'est important pour toi, puis tu viens de le nommer, les environnements sportifs sains, sécuritaires. Pourquoi c'est important pour toi? Bien, je pense que c'est la chose la plus importante, parce que le sport, c'est un moyen de s'exprimer, mais ta vie est beaucoup plus importante que n'importe quoi d'autre. Alors ça, pour moi, c'est primordial. En terminant, Oui. tu as dit avec raison tout à l'heure que tu étais fière de ta carrière. Et puis là, ben, il y a un beau coup de chapeau qui t'a été fait. Tu vas être intronisé au Panthéon des sports du Québec. Ça représente quoi pour toi, ça, cet honneur-là? Parce que c'est pas rien, là. C'est extraordinaire. C'est un honneur que je m'attendais pas, vraiment. Quand j'ai été nommée au Panthéon des sports du soccer, évidemment, c'est le soccer, c'est ton sport, tu excelles là-dedans. Mais quand c'est le Panthéon des sports du Québec, où c'est tous les sports confondus avec des athlètes incroyables et des entraîneurs et tout ça, dans un monde élite, ça m'a vraiment touchée. C'était génial. Ouais. Ben, c'était là, ils ont reporté le gala l'année prochaine, mais quand même, ils ont fait l'annoncement et tout ça. Donc, oui, ça m'a touchée. C'est une distinction qui est méritée, Sonia. Merci beaucoup. Sonia, merci beaucoup. Ça a été vraiment, vraiment intéressant de t'entendre puis de discuter avec toi. Puis je regrette tellement pas de t'avoir invité sur notre balado. Vraiment, merci beaucoup puis à bientôt. Ben, merci beaucoup. C'est moi, le plaisir était pour moi. Puis vraiment, je trouve que Sportet fait du travail extraordinaire. Et ça, c'est aussi un élément qui est essentiel, où les gens ont quelqu'un à appeler maintenant, quelqu'un de neutre, ou ce qu'on n'avait pas avant. Et puis ça, je pense que ça va aider aussi à purifier notre système sportif. Et puis j'espère que ça va continuer pour longtemps comme ça. Merci, Sonia. Merci.